Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Des gens vous mentent et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques méthodes pour déminer ces tentatives de manipulation. Ce qu'on appelle la rhétorique, c'est en quelque sorte l'art de bien parler grâce notamment à différentes techniques de langage. Parfois, ces techniques sont honnêtes, elles ne déforment pas les propos de l'adversaire par exemple, mais parfois elles peuvent être assez redoutables. C'est des techniques qui ont été résumées notamment dans un ouvrage, L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, et aujourd'hui, je vais donc vous expliquer comment déjouer ces tentatives de manipulation auxquelles on peut être confronté au quotidien. Ça peut être sur internet, en regardant un débat, ou même d'ailleurs au sein de notre entourage. A noter au passage que cette vidéo est réalisée en collaboration avec l'association Génération Numérique et avec le soutien de YouTube, et c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec eux sur ce sujet, puisque vous allez voir, c'est un sujet qui est absolument passionnant. Alors le premier principe rhétorique que je voulais vous présenter, il s'agit du faux dilemme, aussi appelé parfois la fausse dichotomie. Ce raisonnement fallacieux consiste en fait à avancer deux solutions comme si elles étaient les deux seules options possibles, alors qu'en réalité, il y a d'autres solutions potentielles. En gros, c'est un procédé qui réduit un problème qui est complexe à deux options très simplistes, ce qui détourne l'attention des autres options qui pourraient exister. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple utilisé par un politique. Après les attentats du 11 septembre 2001, l'ancien président américain George W. Bush avait déclaré lors d'une conférence de presse au Congrès des États-Unis, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes. Either you are with us or you are with the terrorists. Ce dilemme, ou plutôt ce faux dilemme donc, il est trompeur parce qu'en réalité, on peut tout à fait critiquer la politique de George W. Bush tout en n'étant pas un terroriste. Bref, pour pouvoir sortir de ce piège du faux dilemme, il faut donc rechercher d'autres options que celles qui sont proposées et mettre en avant celle qui nous semble la meilleure. Alors le deuxième procédé est très trompeur, c'est peut-être d'ailleurs l'un des plus connus, c'est les sophismes, et on va voir concrètement en quoi ça consiste. En gros, le sophisme, c'est défini par le dictionnaire Le Robert comme étant un argument, un raisonnement qui est faux malgré une apparence de vérité. Des sophismes, en fait, on peut en entendre par exemple lorsqu'il y a des débats sur le dérèglement climatique. On va entendre par exemple certaines personnes dire « Oh bah le dérèglement climatique c'est censé être une hausse de température, or aujourd'hui il fait très froid, donc a priori il n'y a pas de dérèglement climatique. » Alors dit comme ça, l'argumentation peut sembler éventuellement correcte, mais en réalité évidemment ce n'est absolument pas juste, puisque dans cette phrase, on compare la météo, qui est quelque chose qu'on considère à court terme, qui peut changer au jour le jour, et le climat, qui est plutôt quelque chose que l'on observe sur le long terme, sur plusieurs dizaines d'années. Le dernier principe rhétorique qui peut être trompeur et dont je voulais vous parler, c'est l'appel à l'autorité, qui consiste en fait à prétendre que quelque chose est vrai simplement parce que un expert ou une personne affirme que c'est vrai. Alors l'expert, ça peut être par exemple une personne qui est titrée, qui a un prix Nobel de médecine par exemple, qu'il faudrait donc croire à tout prix parce que il est prix Nobel de médecine, et c'est une dérive qu'on a souvent, notamment dans la période actuelle, où certains vont dire qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort parce que tel prix Nobel est du même avis qu'eux. Le problème, c'est que les hommes évoluent, ils changent, et un prix Nobel de médecine, ce n'est pas parce qu'il a été prix Nobel il y a 40 ans qu'aujourd'hui tout ce qu'il va dire est encore vrai 40 ans après. Autrement dit, il faut donc se méfier des arguments qui consistent à dire que telle ou telle chose est vraie simplement parce qu'une personne assez réputée l'a dit, et ce sans donner forcément d'arguments ou alors de preuves supplémentaires, car tout cela peut tout simplement s'avérer être trompeur. Bon, alors maintenant je vais vous expliquer le fonctionnement de trois principes rhétoriques fallacieux qui cette fois-ci sont en général dirigés contre l'adversaire, donc dans le but de le déstabiliser. C'est des choses qu'on peut voir dans des débats à la télévision ou même d'ailleurs là aussi dans la vie de tous les jours. Alors le premier que je voulais vous présenter, c'est la stratégie de l'épouvantail. Lui en l'occurrence on le voit tout le temps dans les médias, donc c'est super important de l'avoir en tête au quotidien. L'épouvantail, c'est en fait un procédé rhétorique qui consiste à exagérer de façon très importante les propos de son adversaire. Par exemple, imaginez dans un débat politique, un politique va dire « Je pense qu'il faut interdire ce médicament puisqu'il comporte des risques et donc c'est plus sûr de l'interdire pour le moment. » Et en face de lui, un autre politique va utiliser donc cette technique de l'épouvantail et il pourrait lui répondre à ce moment-là « Mais comment ça monsieur,
Vous voulez donc laisser mourir les gens en les empêchant de se soigner avec ce médicament, c'est ça? Vous voulez laisser mourir la population? Alors évidemment, c'est pas ce qu'a dit la première personne, sauf que le second politique a utilisé donc cette stratégie de l'épouvantail pour le tourner en ridicule. Un autre procédé fallacieux qui peut permettre de prendre le dessus dans un débat face à un adversaire, et là en l'occurrence, je vous préviens, il peut être très efficace, c'est de réussir à mettre son adversaire en colère. En fait, comme l'écrit Schopenhauer, la colère est une faiblesse, et du coup, logiquement, si on réussit à rester calme face à un adversaire qui est en colère, on paraît beaucoup plus raisonnable, et à ce moment-là, le public adhère davantage à nos arguments. L'un des exemples les plus connus de ça, c'est en 2007, donc le face-à-face lors de la campagne présidentielle entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy lors du second tour. La candidate Ségolène Royal, donc du Parti Socialiste, avait réagi aux propos de son adversaire sur le thème du handicap, des propos qu'elle jugeait scandaleux, et on regarde donc un court extrait et on l'analyse ensemble juste après. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Alors vous le voyez, Nicolas Sarkozy fait en sorte de souligner, avec plutôt pas mal de calme, la colère de son adversaire dans le but de la décrédibiliser. En fait, il s'attaque d'abord à la forme des propos de Ségolène Royal plutôt qu'au fond des idées ou des choses. C'est donc un stratagème qui est souvent utilisé lors de débats, et d'ailleurs c'est une technique qui est très efficace avec vos frères et sœurs. Voilà, c'est pas très honnête, mais ça fonctionne très bien, je tiens à vous le dire. N'hésitez pas à leur dire, mais calme-toi, t'as l'air énervé, et vous allez le voir, ça va forcément les énerver beaucoup plus. Alors pour finir, à la fin de l'ouvrage L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, il décrit en fait ce que l'on appelle l'ultime stratagème. C'est celui en gros qu'une personne ne devrait utiliser qu'en dernier recours, quand ses arguments ne suffisent plus à remporter le débat. Alors dans ce cas-là, c'est très simple, hein, le philosophe allemand explique qu'il faut devenir personnel, insultant, malpoli. Concrètement, il s'agit très clairement d'attaquer personnellement l'adversaire dans le but de décrédibiliser sa personne et non ses arguments. Alors évidemment, ça peut énerver l'adversaire et donc le déstabiliser, mais la raison pour laquelle c'est risqué, c'est que les attaques personnelles peuvent être critiquées, à juste titre d'ailleurs, et c'est souvent assez visible, on le voit dans un débat, dès qu'une personne s'attaque personnellement à l'autre, sans forcément répondre sur le fond. Quoi qu'il en soit, dans le cas où votre adversaire vous attaque personnellement, mieux vaut ne pas faire pareil, vous essayez d'éviter la chose, essayez de recentrer immédiatement sur la conversation et sur le sujet du débat, en continuant donc à échanger calmement. Et je sais, c'est un peu plus facile à dire qu'à faire. Bref, ce que vous avez vu là, c'est donc des techniques de rhétorique trompeuse, et être conscient qu'elles existent, et bien c'est permettre de lutter plus facilement contre elles. Du coup, pourquoi pas, je vous invite à faire l'exercice dans la vie de tous les jours, ou alors quand vous regardez un débat, guettez, cherchez ces éléments qu'on vient d'évoquer. Et d'ailleurs, la meilleure façon de lutter contre ce genre de technique, c'est de les démonter en direct. Par exemple, donc, si quelqu'un utilise la stratégie de l'épouvantail, eh bien arrêtez-le, montrez-lui qu'il est en train d'exagérer ce que vous dites, et à ce moment-là, donc, c'est une forme assez efficace pour lutter contre. Cette vidéo, en l'occurrence, elle fait suite à la première vidéo que j'ai fait sur la chaîne, qui a été réalisée en partenariat avec Génération Numérique et avec le soutien de YouTube. Dans cette première vidéo, on s'était en fait penché sur la façon dont notre cerveau peut être trompé par des fausses informations. C'était super intéressant à suivre aussi comme vidéo, et j'ai l'impression que ça vous avait plu, donc ça fait super plaisir. Pour la voir, je vous mets un petit lien directement en description, et une petite fiche apparaît aussi en haut à droite. Enfin, si vous voulez plus d'infos sur ces techniques rhétoriques, je vous conseille donc L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Il y a aussi les chroniques de Clément Viktorovitch sur Click, que vous connaissez très sûrement. J'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir Clément Viktorovitch en prof, en master, et c'était très clairement dans le top 3 de mes profs préférés, très largement. Bref, quoi qu'il en soit, je crois que j'ai tout dit, je vous mets du coup des petits liens en description. Il y a aussi la chaîne de Defecator ou encore d'hygiène mentale, plein de belles chaînes que je vous mets directement en description. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.